Et on débute par ces nouvelles puissantes explosions entendues aujourd'hui à Téhéran. Selon Israël, plusieurs frappes aériennes ont été menées contre la présidence et les bureaux du Conseil suprême de sécurité nationale. Vous découvrez ces images fournies par l'armée israélienne. On retrouvera dans un instant Siavosh Ghazi, notre correspondant à Téhéran. Autre image à vous montrer aujourd'hui, ça se passe toujours en Iran. Regardez, c'est le palais du Golestan à Téhéran, largement endommagé par des frappes israélo-américaines. Vous les voyez, ces images. Édifice inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les dégâts sont importants, vous le voyez. Bonjour Siavosh, vous êtes en direct de Téhéran pour France 24. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez sur ces frappes israéliennes sur Téhéran, mais pas que? Oui, actuellement, il y a une vague de frappes. Là, au-dessus de moi, il y a un avion qui est en train de survoler Téhéran, et des quartiers, donc à quelques kilomètres, je pense, autour du quartier de la prison d'Evin, viennent d'être frappés. Donc, on voit une fumée, donc des colonnes de fumée, et puis on entend les bruits de missiles qui survolent Téhéran pour aller frapper des cibles dans différents quartiers de Téhéran. Donc, je pense que probablement c'est le quartier de la prison d'Evin à quelques kilomètres à l'ouest de là où je me trouve, qui ont été frappés il y a 5 minutes à peine. Et donc il peut y avoir d'autres frappes dans les minutes qui viennent, le temps que les missiles arrivent donc jusqu'à leur cible sur Téhéran. On note aussi, Siavosh, aujourd'hui ces propos tenus par les gardiens de la Révolution. Les portes de l'enfer s'ouvriront de plus en plus pour les États-Unis et Israël. Rhétorique classique de la part de Téhéran en temps de guerre. Absolument, le ton est c'est durci côté iranien également. Il y a cette déclaration donc des gardiens de la Révolution qui ont affirmé également un ancien chef des gardiens de la Révolution a affirmé que l'Iran avait des informations précises sur le lieu où se réunissait le cabinet du gouvernement israélien. Il y a eu aussi donc une série d'attaques qui ont été annoncées, notamment contre Israël, mais aussi contre des bases américaines dans toute la région. Et puis aussi, autre attaque, l'Iran a mené une attaque avec une quinzaine de drones contre une base du parti Komala, le parti Komala qui est un parti kurde séparatiste, qui a des bases d'entraînement au Kurdistan irakien. Et donc, l'une de ces bases a été frappée par 15 drones qui ont été lancés depuis l'Iran. Merci beaucoup Siavosh pour ces informations. On vous retrouve bien sûr un peu plus tard sur l'antenne de France 24. L'analyse avec vous, Gauthier, bonjour. L'aviation israélienne a donc bombardé à nouveau le cœur du régime. Cette volonté de décapiter le régime iranien, elle se poursuit donc avec une volonté farouche. Oui, j'ai envie de vous dire oui, mais les preuves et les hésitations, les preuves sont insuffisantes et les hésitations sont trop nombreuses. Juste si vous permettez quelque chose qui complète ce que vient de dire Siavosh sur le bombardement au Kurdistan irakien de cette formation kurde, ça illustre, est assez révélatrice de la gêne de Téhéran dans la manière dont il faut riposter. Téhéran, c'était samedi soir, s'est fendu d'un communiqué, enfin plutôt d'une adresse à Bagdad, c'est-à-dire le ministre iranien des Affaires étrangères a pris contact avec son homologue irakien pour lui dire « Nous allons frapper sur votre territoire ». Le Kurdistan irakien est très largement autonome, mais en droit international, c'est un territoire irakien. Nous allons frapper sur votre territoire, mais ce n'est pas contre vous. C'est toute la difficulté, c'est toute le dilemme pour Téhéran, c'est de jouer sur une pression maximale sans accroire ou accréditer l'idée que l'Iran s'oppose frontalement à ses voisins. Enfin, parenthèse fermée. Oui, sur la question que vous posez, est-ce que la volonté farouche des États-Unis est manifeste? Quand vous avez un discours qui consiste à dire on va prendre langue avec, au fond, les héritiers, non, c'est toujours les mêmes, mais disons une doublure lumière des responsables habituels de la République islamique, mise au point cette doublure par Harry Larijani au cas où précisément certains seraient empêchés ou tués. Est-ce que c'est vraiment la preuve d'une volonté farouche? C'est ce qu'a dit Donald Trump. Mais Donald Trump a signalé aujourd'hui qu'il ne voulait plus maintenant parler avec eux.
il y a manifestement un manque de résolution politique, non pas militaire, mais politique. Est-ce que Israël est sur la même longueur d'onde ? Peut-être pas. Peut-être qu'il y a la volonté pour Israël d'en finir, mais d'une manière ou d'une autre, tout seul Israël ne pourra pas faire le travail. Mais la question que vous posiez, elle est fondamentale, c'est quel est le but de guerre ? Est-ce que c'est d'arriver à parler avec un régime iranien qui serait suffisamment affaibli pour qu'on considère qu'après tout, il soit à nouveau fréquentable, ce qui serait une catastrophe pour les Iraniens eux-mêmes et probablement pas d'une très bonne augure pour la suite. Mais on ne peut pas exclure cette hypothèse-là, et donc ça ne répond pas à votre question, mais le fait que je n'y réponde pas est une information. Absolument. Hier, Donald Trump a affirmé qu'il n'excluait pas une intervention militaire au sol. On se doute qu'au final, in fine, son souhait, c'est un changement de régime en Iran. Sans troupes au sol, ça paraît compliqué. On est là devant un paradoxe de sa pensée. Paradoxe, je ne sais pas, parce que au fond, selon toute logique, les Américains ont en tête ce qu'ils ont, le peu qu'ils ont pu atteindre par ce type de méthode. Que ça soit l'Afghanistan, que ça soit l'Irak. On pourrait remonter à d'autres moments, que ça soit même le Vietnam dans sa complexité. Pete Hegseth, hier, le secrétaire à la guerre, a dit que les États-Unis ne devaient pas s'engager, je cite, dans un bourbier. Ça fait penser forcément à ça fait penser au bourbier. Mais le problème est encore une fois, il est précisément là. Pardonnez-moi de remonter si loin, mais la dernière fois que les États-Unis ont agi de manière conséquente et efficace par rapport à leur but de guerre, c'était en 1945. C'est-à-dire qu'une défaite de l'Allemagne nazie a entraîné une occupation et une administration. Je ne dis pas qu'il faut approuver ça. Je dis que c'était conséquent, que c'était cohérent. Par la suite, les Américains ont essuyé de graves revers parce que justement, ils ont péché presque par optimisme en pensant que la seule activation du levier militaire, c'est-à-dire une campagne militaire, des bombardements, etc., suffisait comme par enchantement à susciter et à faire fleurir la démocratie. Ce n'est pas vrai. La démocratie, si vous voulez la faire fleurir, c'est quelque chose qui se travaille sur le terrain. Et là, force est de reconnaître que, d'abord, ce que vous signalez, hésitation au plus haut de la hiérarchie américaine, il ne faut pas aller dans le bourbier, et Trump qui dit peut-être qu'on va y aller. Et encore une fois, la seule chose militaire, aussi forte et efficace soit-elle, ne résout pas des problèmes de type de ce qu'on appelle en anglais le nation building, c'est-à-dire comment on construit après une guerre une nation, un pays.